Cette menace sérieuse signée Vladimir Poutine, envoyée hier, celle d'une guerre lancée contre les pays de l'OTAN dont nous faisons partie et plus largement lancée contre les soutiens de l'Ukraine. Une déclaration qui intervient alors que se joue en ce moment même à Washington un tournant peut-être de cette guerre, le go américain à l'utilisation par l'Ukraine des armes livrées pour frapper les positions militaires en Russie. Écoutons le président russe. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, à la guerre en Ukraine. Si c'est le cas, alors en tenant compte du changement de la nature du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous serons confrontés. Ce qui est toujours assez extraordinaire, c'est le flegme, c'est le visage de Vladimir Poutine. On va retrouver nos envoyés spéciaux, Jérôme Garraud et Michael Merle à Moscou. Bonjour, merci à tous les deux. Jérôme, cette déclaration hier du président russe fait le tour des médias. Elle occupe l'avant de la scène. Bonjour, alors en tout cas cette déclaration de Vladimir Poutine est très largement reprise dans les médias russes. Je vous montre ce journal, Commerçante. C'est un quotidien économique assez réputé moscovite. Et voici la une aujourd'hui. Il est écrit « Vladimir Poutine trace ses lignes rouges ». Hier soir, au journal télévisé, c'était également cette déclaration du président russe faisait partie des tout premiers titres. Alors ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine met en garde l'Occident. Il a plusieurs fois, au cours de ce conflit, répété qu'on se rapprochait d'une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie, mais sans jamais donner de limite vraiment très claire. Hier, il a dit si des missiles européens ou américains de longue portée tombent sur le territoire russe, alors cela changera la nature du conflit et cela provoquera une guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu plus précis, même si la nature de la réplique russe, la réponse russe reste floue et n'a pas été précisée. Alors, elle n'a pas été précisée, mais Magali Barthès, on peut lire facilement entre les lignes. Et puis, on le disait, ça rentre dans un calendrier très particulier. Ces déclarations, il faut les entendre vraiment comme un moyen de pression sur le débat qui est en cours en ce moment, justement, aux États-Unis. Vous savez que le Premier ministre britannique qui plaide pour que justement les armes occidentales puissent aller frapper dans la profondeur du territoire russe, est à Washington cet après-midi. Il va rencontrer Joe Biden et ils vont évidemment parler de cette levée potentielle des restrictions à l'utilisation de l'armement occidental. Et bientôt dans l'avion, il y aura Volodymyr Zelensky qui normalement, je dis bien, devrait se rendre aussi aux États-Unis. Il y a une espèce de flou sur la venue de Zelensky. On a, pour le moment, manifestement, il est encore à Kiev, ou en tous les cas, on ne sait pas. Officiellement, sa venue n'est pas encore à l'agenda, en tous les cas. Officiellement, Magali, il devait venir présenter son programme pour une résolution du conflit et peut-être même les cibles éventuelles à frapper en Russie. La venue de Zelensky n'a jamais figuré noir sur blanc sur l'agenda de la Maison-Blanche. C'était des informations de presse, des ambassades notamment qui confirmaient, qui avaient l'air de dire que ce déplacement aurait lieu. Donc, pour le moment, on attend. Mais pour revenir à Vladimir Poutine, il sait que les choses vont bouger dans les prochaines heures, les prochains jours. Et vraiment, il est en train d'appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que la crainte de Biden depuis le début, c'est celle de l'escalade, d'un engrenage incontrôlé avec un État nucléaire. Et quand Vladimir Poutine dit si vraiment les Européens, les Américains prennent cette décision, alors je ne m'interdis plus rien, en laissant évidemment toutes les options ouvertes, il y a là une volonté d'intimider Joe Biden et de peser sur la décision qu'il serait sur le point de prendre. Et il y a les Américains, et puis on sait toujours que ce feu vert fait débat parmi les alliés, notamment les Européens. Je vous laisse la parole, bien évidemment. On va écouter David Petraeus, qui est l'ancien commandant des forces armées américaines et l'ancien directeur de la CIA. C'est une exclusivité. Il est au micro de Thomas Misraki et Vincent Wartner, nos envoyés spéciaux qui étaient à Kiev encore ce matin. Écoutons-le. Les armes de l'OTAN sont déjà utilisées sur le sol russe.
Je crois savoir que certains de nos systèmes sont déjà utilisés. Il y a des restrictions sur où les utiliser et dans quelles circonstances. À côté de ça, on a le droit au bluff traditionnel de Poutine. Il répète souvent que s'il lève les restrictions, il utilisera la menace nucléaire. Mais les Ukrainiens ont déjà franchi toutes les lignes rouges et il ne s'est rien passé. Alexandre Négrus, c'est un couplet que l'on entend très souvent. Il y avait des lignes rouges, elles sont roses très pâles, et les Russes avalent toutes les couleuvres et ne bougent pas. Mais jusqu'à quand ? Alors, il y a en réalité trois choses, je crois. La première, c'est effectivement, si on regarde depuis 2022, où on a une Ukraine agressée et qui est immédiatement, qui fait l'objet d'un chantage nucléaire en langage stratégique. C'est ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive. Vous avez un État qui est annexé, envahi, et tout de suite, il y a le parapluie nucléaire qui vient bloquer, figer les positions. Et dès le début de cette invasion généralisée, Vladimir Poutine avait annoncé que toute intervention ou toute livraison occidentale entraînerait, je le cite, des conséquences effroyables. À chaque fois, les Occidentaux ont franchi le pas. Alors, parfois lentement, avec beaucoup de précautions, encore aujourd'hui, mais les lignes rouges sont sans cesse franchies. Et l'erreur, à mon sens, que fait Vladimir Poutine dans le cadre de sa stratégie, c'est qu'il annonce les lignes rouges. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure ligne rouge que celle qui n'est pas dite, qui n'est pas annoncée. La deuxième chose... C'est Emmanuel Macron qui disait, en parlant de dissuasion nucléaire, le mieux, c'est de ne pas en parler, de rien dire. Voilà, ça c'est de la dissuasion. Et le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, aucune des deux armées n'est capable de bouleverser le champ de bataille. Les positions sont ce qu'elles sont. Il y a des prises territoriales de part et d'autre, mais il n'y a pas de percée majeure. L'objectif principal de la Russie, et ça a été annoncé encore dernièrement par Vladimir Poutine, c'est la prise complète, la conquête du Donbass. Et les Ukrainiens résistent tant bien que mal. Et donc, à un moment donné, pour que la donne change dans ce conflit, il va falloir cette autorisation américaine pour aller dans la profondeur, mais dans la véritable profondeur russe. Là où ça fait mal. Guillaume Lagan, la question est simple. Poutine veut déclarer la guerre à l'OTAN. Poutine a-t-il les moyens de déclarer la guerre à l'OTAN ? Écoutez, moi je suis un peu... il y a l'OTAN avec les Américains et il y aurait peut-être aussi l'OTAN avec Trump, ce serait différent. Moi, je suis un petit peu dubitatif parce que c'est pas la première fois qu'il mentionne cette menace, c'est pas la première fois qu'il parle d'une guerre. D'ailleurs, d'une certaine manière, en fait, on est déjà en guerre avec la Russie, selon eux, puisque depuis 2022, je vous rappelle que l'agression russe contre l'Ukraine, c'est parce que l'OTAN s'installait en Ukraine, parce que l'Ukraine devenait l'avant-poste, le bastion avancé de l'OTAN et menaçait la Russie. Et constamment, les réseaux russes, qui sont quand même très suivis en Russie et en Occident, notamment par les milieux un peu pro-russes, prétendent que des soldats occidentaux sont en Ukraine, que des soldats de toute nationalité des pays de l'OTAN y meurent. Donc, si vous voulez, il y a aussi dans le discours russe une espèce de flou entre une réalité qu'ils prétendent combattre, qui est celle du nazisme en Ukraine et de l'OTAN présente d'ores et déjà en Ukraine, et puis un horizon plus lointain où ils nous disent si ça continue, alors oui, une véritable guerre entre l'OTAN et la Russie surviendra. C'est dans cet exercice, en fait, qu'on peut être inquiet. Mais là, encore une fois, l'expérience, là je reviens sur ce que disait le général Petraeus, l'expérience, en fait, jusqu'ici, est plutôt rassurante. Si on parle de ligne rouge, quelle ligne rouge plus importante que la défense de son territoire? Or, je vous rappelle que depuis plusieurs semaines, il y a quand même un morceau important du territoire russe. Imaginons que Menton et les communes environnantes soient occupées par une puissance étrangère et on aurait l'arme nucléaire, on serait en train de dire mais finalement à quoi nous a-t-elle servi? Et je pense que dans le territoire, ingérence... Voilà, dans l'esprit de beaucoup de Russes, il y a quand même une interrogation sur au fond à quoi sert l'arme nucléaire si même notre territoire n'est pas à l'abri. On va retrouver Thomas Misraki et Vincent Wartner. Merci beaucoup à tous les deux. Vous étiez d'ailleurs aux côtés de l'ex-premier ministre Gabriel Attal qui était à Kiev. Beaucoup de monde à Kiev. On a écouté David Petraeus, grâce à vous d'ailleurs, qui ne croit pas à la menace de Poutine. Mais derrière ces postures peut-être, Thomas, est-ce que on croit autour de vous quand même que Poutine pourrait... peut-être pas déclarer la guerre à l'OTAN, mais passer à la vitesse supérieure si jamais le go était donné aux Ukrainiens?
La vitesse supérieure, elle a été passée ici il y a bien longtemps. C'est ce que pensent les Ukrainiens. Qu'est-ce que peut faire Poutine de plus que ce qu'il a déjà fait depuis l'invasion globale de l'Ukraine il y a environ 2 ans et demi? Probablement rien. Voilà ce que pensent les Ukrainiens, c'est très clair. Et c'est pour ça qu'ils sont, ces Ukrainiens, à quelques heures, quelques jours peut-être d'un accord qui leur permettrait d'aller utiliser les armes longue portée occidentales pour aller frapper les Russes, et c'est ce qu'ils espèrent ici. Alors ce matin, nous avons pu rencontrer, vous l'avez dit, David Petraeus, qui a été l'un des principaux chefs militaires américains, ancien directeur de la CIA, et qui nous a longuement parlé, qui nous a longuement expliqué en fait que pour lui, il n'y avait pas d'autre option que de laisser les Ukrainiens se servir de ces armes. Vous le savez qu'à la fin du mois dernier, un centre de réflexion américain estimait que 250 sites russes en territoire russe pourraient être frappés par les Ukrainiens si ces armes étaient utilisées par Kiev, ce qui permettrait de rééquilibrer les forces sur les 1000 et quelques kilomètres de front. Ici, on espère que tout cela va se concrétiser. J'ai 2 informations à vous donner. D'abord, on a évidemment regardé l'agenda de Volodymyr Zelensky pour les heures qui viennent. Rien n'y est inscrit. Ensuite, nous avons pu parler à un très proche du président ukrainien ce matin, et selon lui, il va bien se rendre à Washington dans les heures qui viennent. C'est ce qu'il nous a dit il y a environ 3 heures. Alors, on verra si tout cela se confirme, évidemment. Vous comprenez que pour des questions de sécurité, ce sont les secrets qui entourent ce genre de déplacement. Mais selon cet homme, Volodymyr Zelensky va bien se rendre à Washington, où il retrouvera notamment Joe Biden et le Premier ministre britannique. Les Britanniques qui, selon la presse anglaise, auraient d'ores et déjà accepté que leurs missiles puissent être utilisés en Russie. Il y a encore des questions côté américain, et ces questions, elles sont très simples. Comment ces missiles vont être utilisés, pour quelle cible et pour quelles raisons? C'est ce que veut savoir Joe Biden avant d'autoriser l'utilisation de ces armes longue portée. Une petite nuance quand même, c'est très important, c'est que les Américains pourraient autoriser l'utilisation de ces armes longue portée, mais ce seraient des armes européennes, françaises, britanniques, et non pas des armes américaines, peut-être pour ménager Moscou, même si ici, je vous le disais, on ne pense pas que la Russie puisse faire encore pire que ce qu'elle a fait depuis 2 ans et demi. Grand merci Thomas d'avoir été avec nous. Merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. Précieuses ces informations venues de Kiev. Je ne sais pas si c'est un signe, j'y connais pas grand-chose, mais l'agenda de Joe Biden est vide, celui de Zelensky est vide. Il y a peut-être moyen de les remplir, Magali, dans les heures à venir. En tout cas, la discussion elle est quand même là, elle est quand même prégnante. Bien sûr. De toute manière, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était à Kiev et a vu Zelensky en milieu de semaine. Après la Pologne, là aussi. Absolument. Il y a tout un chemin. Après, alors ce flou entretenu sur la visite de Zelensky, certainement il y a des questions de sécurité, et puis peut-être on peut se dire aussi que Zelensky ne fera le voyage que s'il est vraiment sûr que les choses avancent sur ce dossier. Et c'est vrai que... Vous qui êtes au fait de ces événements internationaux, il y a peut-être aussi l'idée de ne pas donner peut-être trop de faste. Enfin, c'est pas une fête d'autoriser les Ukrainiens à frapper la Russie. Loin de là, il y a des conséquences. Donc voilà, que les 2 hommes se voient, se parlent, voilà. Mais il y aura peut-être moins de caméras que prévu. On célèbre rien. Surtout que Joe Biden marche quand même sur des œufs sur cette question. On est en pleine campagne électorale, c'est pas forcément très populaire. Enfin, il y a une partie des républicains qui plaident pour, mais du côté de Donald Trump, évidemment, on ne veut pas entendre parler de frappe avec des armes américaines en Russie. Donc, c'est vrai que ne pas surmédiatiser une décision, ça irait dans ce sens-là. Et puis, encore une fois, Joe Biden, depuis le début, est vraiment très inquiet de la réaction russe. C'est pour ça qu'il y a ces infos dont parlait Thomas, qui sont dans la presse britannique, selon lesquelles, en effet, ce ne serait pas des armes américaines directement qui iraient frapper la Russie, mais les Scalp et les Storm Shadow, qui sont les missiles à plus longue portée français et britanniques, mais qui utilisent une certaine technologie américaine. Donc il faut lever le veto américain pour qu'elle... C'est un peu comme les F-16, en fait. Donc il y aurait une espèce de forme... Voilà. On fournit des F-16 à partir du moment où ça ne part pas de nos hangars. C'est pas grave. J'ai envie de me permettre, on dirait un peu, pardon, mais le bal des faux culs quand même.
Oui, mais en même temps, Non. moi je trouve que c'est tout à fait normal que face à la Russie, Non, mais d'un autre dans côté, la nuance, ils le sont aussi. Mais donc, Guillaume, voilà. et nous et les Britanniques alors? C'est-à-dire que nous, on peut donner ce go avec notre matériel et pas les Américains. En tout cas, si ça vient des États-Unis, ça nous évitera un débat interne qui est quand même très compliqué dans les circonstances politiques que connaît la France aujourd'hui, qui est beaucoup plus simple en Angleterre où la majorité travailliste est assez unie sur ce sujet. Je rappelle. Oh, pardon, c'est intéressant. Oui. J'y avais pas du tout pensé. Est-ce que ça nécessiterait presque un débat si nos armes étaient utilisées, les armes livrées à l'Ukraine, pour frapper des cibles militaires en Russie? Je ne sais pas. Je pense que tout mérite débat. On pourrait imaginer un débat à l'Assemblée sur notre politique à l'Ukraine. Généralement, plus que sur ce sujet en particulier. En tout cas, s'agissant de l'impact sur la politique intérieure de chacun des États, pour reprendre ce que disait Magali, je pense que dans les circonstances où nous sommes aujourd'hui, 2 jours après le débat Harris-Trump, c'est pas complètement absurde d'envoyer un message de soutien fort à l'Ukraine, parce que je rappelle que ce qui est en jeu entre ces 2 candidats, c'est quand même la fraction modérée de l'électorat, ceux qui hésitent, qui sont des républicains modérés, qui hésitent à voter Harris. C'est pas nécessairement ceux qui sont isolationnistes, plutôt pénétrés par les idées russes dans la majorité républicaine. Donc ça n'aurait, à mon avis, pas un impact négatif. Je pense que ceux qui sont déjà convaincus qu'il faut que les États-Unis se retirent de ce conflit, et il y en a un certain nombre autour de Donald Trump, eux vont condamner l'action de Joe Biden, mais ne sont de toute façon pas des électeurs de Harris. Donc je pense que ça peut avoir un impact. Je pense que ça peut aussi avoir un impact, on en parle moins, mais en Angleterre. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de controverses en Angleterre sur la suspension de certaines licences d'exportation vis-à-vis d'Israël. Là, le Premier ministre Starmer va montrer qu'à l'inverse, il reste dans la lignée de son soutien à l'Ukraine. Puis après, vous l'avez dit, il y a la question de la France où... on verra ce que le gouvernement Barnier en dira. A priori, je ne sais pas s'il y a eu des discussions. Il ne s'est pas exprimé d'ailleurs, notre nouveau Premier ministre, sur l'Ukraine, la position de la France, l'engagement aux côtés des Ukrainiens. Et alors, s'il faut, parce que on en passera par là, donner l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser nos missiles pour frapper le sol russe. Juste un mot, je pense que quand même on serait dans le cadre du domaine réservé du président, de la direction qu'il assigne aux armées. Il ne serait pas nécessaire d'avoir le contre-seing du Premier ministre sur ce sujet technique. Mais c'est un débat qu'on peut avoir. A priori qu'on va avoir, puisque si le go, le feu vert est donné, vous l'avez dit, c'est dans les heures ou les jours à venir. Et tout ça, Poutine a du mal à le supporter. Il y a une accélération. C'était attendu, c'était évident. À l'approche de l'élection présidentielle américaine, il y a une accélération de ce qui se joue, de ce qui peut se faire en termes de soutien sur le terrain militaire, sur le plan diplomatique. Les Russes, les Nord-Coréens et les Iraniens accélèrent dernièrement. Il y a encore on est en plein débat sur la livraison de missiles balistiques iraniens à la Russie. Il y a l'épisode de la Corée du Nord aujourd'hui. Et cette question, si vous voulez, de l'autorisation américaine pour utiliser des armes en profondeur russe, elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle a quand même commencé à germer il y a un certain temps. Et je crois que la décision de cette administration-là, elle est prise. Maintenant, ils étudient les conditions. Il y a aussi une question plus résiduelle, mais très importante quand même, qui est celle de la formation et l'entretien, la maintenance de ces armes. On ne parle pas de petites armes que les Ukrainiens sont habitués à manier. On parle quand même d'armes qui peuvent frapper jusqu'à 900 km en profondeur. Et qui coûtent très cher. Et qui coûtent très cher. Donc, il y a ça aussi. Il y a un certain nombre de discussions autour de ces questions, mais je crois que la décision est prise en la faveur d'une accélération avant un scrutin qui va déterminer l'année 2025. Alors, il y a, et vous l'avez entendu tout à l'heure, Vladimir Poutine qui menace les alliés de l'Ukraine, qui menace l'OTAN. Et puis, juste avant, si vous étiez avec nous, on a parlé des menaces nucléaires venant de Corée du Nord. Puis hier, on parlait des menaces de la Chine. Et vous allez voir qu'il y en a un qui parle d'alliance, qui parle un front contre l'Occident, un front contre nous, un front contre les Américains. C'est Vladimir Poutine et il parle de son ami chinois. Écoutez-le bien. J'attends en Russie à Kazan mon ami le président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, pour le sommet des BRICS, comme nous l'avons convenu. Je vous prie de lui transmettre mes meilleurs vœux.
Les relations de partenariat global et d'interaction stratégique entre la Russie et la Chine sont mutuellement avantageuses et égalitaires depuis de nombreuses années. Le 2 octobre, nous célébrons le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos États. La Russie et la Chine communiquent et défendent les principes d'un ordre mondial démocratique juste, fondé sur le droit international, la souveraineté et l'égalité. C'est aussi l'approche adoptée par les pays du Sud, la majorité du monde. Alors c'est très intéressant, on pourrait presque en rire en écoutant le président russe, mais il ne faut absolument pas. Il y avait face à lui le très puissant ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, chinois. Et puis à côté, vous avez reconnu Shoigu, on en parlait tout à l'heure. Actuellement, il est à Pyongyang, là où Kim Jong-un nous a montré ses installations nucléaires. Et ça arrive au moment où il y a une décision à prendre. Donc on n'est pas que face à la Russie. Puis quand on écoute le président Magali, le président russe, on voit qu'il y a un bloc, on voit qu'il y a un front, on voit que c'est lui, eux contre l'Occident. Ouais, et le sourire de Vladimir Poutine dans cet échange, il est assez stupéfiant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, et on sent qu'il savoure son plaisir de défier ainsi l'ordre international tel que hérité de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit, finalement, nous sommes la majorité. Le mois prochain, donc à Kazan en Russie, il organise le sommet des BRICS, en effet, avec l'Inde, avec Xi Jinping, le chinois. On a énormément de pays là. Ça sera une démonstration de force pour lui. Qui demandent à adhérer aux BRICS aujourd'hui. Donc il y a vraiment l'idée d'une démonstration de force, et il dit: nous sommes la majorité. Les Occidentaux, c'est la fin de l'ordre occidental. Il a tort ou pas ? Si on fait les comptes, regardons ce qui se passe à l'Assemblée générale de l'ONU. Non, il n'a pas complètement tort, bien sûr. Il y a une mise en concurrence de ces deux blocs. Après, évidemment, il va en faire sa grandeur, et il va dire à quel point lui, finalement, est le maître de ce bloc-là, avec évidemment le chinois. Mais c'est quand même une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. La façon dont il arrive derrière lui à quand même recréer une espèce d'ordre qui suit sa ligne, et qui est dans la défiance, surtout évidemment vis-à-vis des États-Unis. Et puis c'est un vrai soutien au moment où son pays est frappé par des restrictions, par des sanctions. Il démontre là aussi qu'en fait, c'est pas la Russie qu'on attaque, ou c'est pas la Russie qui se bat contre l'Ukraine, ou c'est pas la Russie qui dit je vais déclarer la guerre à l'OTAN. C'est la Russie, la Chine, la Corée, l'Iran, l'Inde, les fameux BRICS. Voilà, c'est le message, mais il n'est pas totalement faux, ce message. Non, il n'est pas totalement faux, mais après c'est vraiment l'histoire du verre à moitié vide. Si on regarde, c'est vrai, Magali a raison, en termes purement démographiques, oui, la majorité des États dans le monde sont plutôt soit neutres, soit plutôt favorables à la Russie. Si on regarde en nombre d'États, c'est un peu différent, parce que quand même, je rappelle, l'Assemblée générale des Nations Unies, où chaque État a une voix, a condamné à plusieurs reprises, en 2022, l'invasion de la Russie. Ça, il y a quand même une majorité d'États qui continuent d'être défavorables à la Russie. Et ensuite, il y a quand même des institutions internationales. Alors, le Conseil de sécurité a été bloqué, mais je rappelle que M. Poutine est quand même poursuivi par la CPI. Bon, maintenant, la difficulté, c'est que certains États, on l'a vu avec la Mongolie il y a quelques jours, tout en étant membre de la CPI, ils n'ont quand même pas arrêté M. Poutine, parce que M. Poutine, c'est le président du plus grand pays qui voisine avec eux. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une évolution du monde vers plus de multipolarité, moins de domination de l'Occident, mais en même temps, un petit bémol, beaucoup de ces populations vivent dans des États où on ne leur demande pas vraiment leur idée. Et donc quand on dit il y a 1,5 milliard de Chinois qui sont derrière M. Poutine, combien réellement, dans le secret de leur cœur, sont favorables à la Russie ? C'est quand même intéressant, cette démonstration de force. Et on est dans une partie de poker menteur, sur une décision, vous le disiez Magali, qui est importante. Et quand Poutine dit ça, il essaye aussi d'influencer des opinions publiques, des dirigeants.
Il y a les États-Unis, mais il y a aussi l'Europe, et on sait que parmi les alliés de l'Ukraine, tous ne sont pas égaux. Il y a les jusqu'aux boutistes et il y a les autres. Donc il y a un message derrière ça. De toute façon, ces États s'entendent régulièrement pour dénoncer ce que la Russie appelle l'Occident collectif. Donc il y a là encore... Et on sent bien un monde qui s'est fracturé. Il y a l'Occident et il y a ce bloc. Évidemment, le monde change. Les Européens sont de plus en plus à la périphérie de ce monde. La puissance américaine n'est plus hégémonique. Les États-Unis continuent de dominer, mais ils ne sont plus hégémoniques. Mais il faut encore rappeler que la Chine a un objectif, c'est 2049, avoir le statut de première puissance mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis, quand on regarde leur budget militaire, il est supérieur à la Chine, à l'Iran et à la Russie réunis. Donc ces États ont encore du chemin pour définitivement déstabiliser et détrôner l'Occident et notamment les États-Unis. Mais les Européens, en particulier, auraient tort de croire que leur ennemi est uniquement la Russie. Ils sont face à des États qui s'entendent pour renverser l'ordre post-Seconde Guerre mondiale. Qui va notamment quand on reçoit en grande pompe Xi Jinping. Et qui va au-delà de la guerre d'Ukraine. Après, on peut aussi voir les choses, non pas en termes de nouveauté, mais de retour du passé. Parce qu'au fond, ce qu'on a face à nous, je trouve que c'est une situation qui ressemble beaucoup, le communisme en moins pour la Russie, à la situation de la guerre froide années 50-60, c'est-à-dire un grand bloc continental anti-occidental, soutenu par une flopée de petits États post-coloniaux qui en veulent aux Occidentaux pour le passé. Et voilà, et nous, entre Américains, Japonais et Européens, à se regarder en se disant qu'est-ce qui va nous arriver ?